Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission ITAF. Notre émission notamment est une émission par laquelle nous appelons des personnalités pour qu'ils débattent des projets de société à Madagascar, de donner leur avis sur différentes thématiques. Aujourd'hui, nous parlerons de l'Église et du rôle socio-culturel qu'il peut jouer dans notre pays. Pour parler de cela, donc, nous avons comme invité Sylvain Urfer. Bonjour. Bonjour. Alors, pour rappeler qui est Sylvain Urfer, d'abord, c'est un diplômé de l'Institut d'études politiques à Paris. Il vit à Madagascar depuis 1974, a été curé à la paroisse d'Anoussi-Bé. Il est également membre fondateur du CEFAFI ou Observatoire de la vie publique à Madagascar. Monsieur Sylvain Urfer, en tant que prêtre, nous avons vu les différentes position du FFKM, notamment en vue de la réconciliation nationale, mais qui n'a pas été aboutie. Comment le voyez-vous? Est-ce que le FFKM a encore ce rôle politique à jouer dans la communauté malagasy? Comme en toute chose, je crois qu'un peu d'histoire est utile. Le FFKM, on parle souvent dans les journaux de fédération des églises chrétiennes, conseil écuménique des églises. Non. C'est le Conseil des églises chrétiennes à Madagascar. Voilà le titre officiel. Ce conseil réunit les églises dont le but est de travailler à l'unité des églises. Le FFKM est une instance écuménique. Il a été créé à la suite du Concile de Vatican II, début des années 60, lorsque une prise de conscience s'est faite que la désunion des chrétiens était un scandale, à commencer par les termes religieux dont se réclament les uns et les autres. Et donc, dans tous les pays, il y a eu des rassemblements de différentes églises pour essayer de voir comment on peut retrouver une unité perdue. Ceci a été préparé pendant les années 70 par un certain nombre de théologiens, malgaches, étrangers, etc. Et ça s'est concrétisé en 79 par la création de ce FFKM, qui a d'abord été refusé par Ratsirk, parce qu'il était dit que le FFKM pouvait aussi se préoccuper de la situation du pays. Et Ratsirk, qui avait surtout une seule obsession, c'est que personne ne vienne mettre son nez dans ses affaires, a bloqué. Et il a fallu attendre 1 an de négociation pour qu'en 80, le FFKM ait été officialisé. Donc, n'oublions pas que le FFKM est une structure à finalité écuménique, c'est-à-dire le travail, la réflexion, la prière pour l'unité des chrétiens. Il ne concerne que 4 églises, qu'on appelle les églises historiques, pour les opposer au Fiangonana Zanj, comme on dit aujourd'hui, ce qu'on appelle communément des sectes, mais enfin certains trouvent que c'est dévalorisant, qu'importe, parce que ces églises anciennes ont connu la division, et donc elles sont plus à même peut-être de puiser dans leur propre histoire pour voir ce qui n'allait pas et pour essayer de retrouver une unité. Ces 4 églises, c'est, pour parler des plus nombreux d'abord, les catholiques, puis les réformés, c'est-à-dire FJKM, ensuite les luthériens, FLM, et finalement les anglicans, EM. Ces 4 églises ont pour objectif de travailler à l'unité. Mais soyons clairs, l'objectif écuménique a été complètement évacué de l'horizon des préoccupations des responsables de ce Conseil des Églises. C'est évident. Alors là, pourquoi? Avant de savoir qu'est-ce que c'est devenu et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Pourquoi? Né dans les années 80, le contexte était évidemment difficile parce que le pays partait à volo avec l'idéologie du livre rouge qui a réussi à désorganiser l'économie, affamer la population. Évidemment,
les églises étaient les seules structures organisées susceptibles de résister à la dictature, pour prendre un mot peut-être caricatural, mais qui avait une part de vérité. Au moins, cette volonté d'accumuler et d'accaparer tout le pouvoir. Les églises, et notamment parmi les églises, l'Église catholique, qui a plus de liberté de parler de ces questions-là, parce que dans l'histoire, les églises catholiques sont moins liées au pouvoir que les églises protestantes ou luthériennes, qui restent largement, notamment dans les pays nordiques, des églises d'État, tout comme l'église anglicane. Mais enfin, il faut ensuite voir ce que ça représente. On n'a aucun chiffre. Et pour moi, un scandale, j'ai essayé à plusieurs reprises d'alerter des autorités pour que dans les recensements de la population, et il va s'en faire un l'année prochaine, on pose la question de l'appartenance religieuse. Non pas pour savoir si les gens vont à la messe ou au culte, ce n'est pas le problème, mais à quelle organisation ecclésiale, à quelle église ils se sentent rattachés. Critères sociologiques et non pas critères religieux et encore moins théologiques. Jusqu'ici, ça a été le refus. J'ai bien des interprétations sur ce refus, mais je m'abstiendrai de les dire ici. Toujours est-il qu'on ne sait pas qui représente quoi. Dans la tradition, on disait que la moitié des Malgaches sont chrétiens. La moitié de la moitié est catholique. Et la deuxième moitié de chrétiens se répartit entre les réformés, qui sont de loin les plus nombreux de cette moitié, et les anglicans. Un phénomène nouveau est venu brouiller ces cartes, c'est ce qu'on appelle les églises évangéliques. Combien sont-elles? On n'en sait rien, surtout qu'on passe facilement, on change volontiers de crèmerie chez eux, plus encore que chez nous. On passe d'une église à l'autre sans aucun problème. Mais il serait, à mon sens, impératif d'inclure une question sur l'appartenance religieuse des Malgaches. Parce qu'on va dire, après, Madagascar est un pays chrétien, c'est une absurdité. La moitié seulement des Malgaches sont chrétiens. Alors ça modère un peu les ambitions et peut-être aussi les critiques de certains. Justement, sur l'appartenance religieuse des Malgaches, j'ai vu des chiffres récemment qui disaient que 70% carrément des Malgaches sont chrétiens. Oui, mais ça, toutes les boutiques ont tendance à grossir leurs effectifs. Les musulmans disent qu'ils sont 30%. Pourquoi les chrétiens ne diraient-ils pas qu'ils sont 70%? Mais pour moi, c'est du fantasme. Et c'est pour ça, je pense qu'il serait impératif d'inclure, il en est encore temps, d'inclure une question dans ce recensement général de la population à venir. Notamment, Monsieur Sylvain Urfer, vous avez dans une de vos interviews signalé que l'Église a actuellement formé l'élite à Madagascar. Vu le contexte politique qui existe, diriez-vous que c'est vraiment le parent qui n'a pas su éduquer son enfant ou bien une perpétuation du gène du parent vers l'enfant? Bon, c'est pas un scoop. Mais enfin, je dirais que la responsabilité est partagée à proportion du nombre de gosses formés par les différentes églises. Ce qui ne résout pas la question, mais relativise la question pour chacune des entités concernées. Globalement, c'est un fait évident que toute l'intelligentsia malgache a été formée dans des établissements dits chrétiens. Majoritairement catholiques, c'est vrai. Le résultat, zéro. Ah oui, dès qu'on organise un culte, tout le monde est là. On fait une grand-messe à Mamachne, tout le monde vient prendre la communion ou ne pas la prendre, mais ça dépend de chacun. Mais ça rime à quoi, ça? Ça, c'est exactement le comportement des pharisiens. Faites ce qu'ils vous disent, disait l'autre, ne faites surtout pas comme ils font. Voilà ce que dit le Christ. Nous en sommes là. Ça s'appelle, en langage courant, de l'hypocrisie et en langage plus technique, l'instrumentalisation des églises par les forces qui ont du pouvoir, notamment les forces politiques.
Et ça, pour moi, c'est insupportable. D'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté. Vous connaissez le proverbe. Mais oui, ça veut dire que tout le monde respecte, c'est très culturel, on respecte les apparences. Un bon chrétien, il va au culte ou à la messe le dimanche. Lundi, on ne demande pas trop. Allez, on se revoit la semaine prochaine. Mais ce que font les uns et les autres pendant ce temps-là, ça reste, j'allais dire, sans rapport avec l'exigence évangélique de l'ouverture aux autres, de l'attention aux pauvres et de désintéressement et de générosité. Alors, j'aimerais rebondir sur vos propos. Est-ce que pour tout ça, est-ce que c'est pour tout cela que vous dites que, notamment à Madagascar, la société est en péril, est malade? Elle est malade, mais j'inverse le raisonnement. Ce n'est pas à cause de ça. Ça que je viens de décrire est une conséquence d'un phénomène en amont qui est ce que j'appellerais volontiers la décomposition sociale. La société malgache est en train de se décomposer à vitesse uniformément accélérée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les repères que pouvaient avoir les générations précédentes, en gros des repères culturels, prenez par exemple le Enamash, le Fiavanana. Tout le monde s'y retrouve et il fut un temps quand même où on ne se contentait pas de les dicter dans les discours, mais où on le pratiquait, avec ses limites. Le Enamash, c'est la consécration et la consolidation d'une société de caste qui remet chacun à sa place, les nobles en haut, les esclaves en dessous. Ok, mais au moins, j'allais dire, ça fonctionnait sur ces bases, et c'est toutes ces bases qui sont aujourd'hui en péril. Et c'est ça qui fait que la société est en danger. La société, elle est malade. Elle est malade, non pas de sa culture, soyons clairs. Ce n'est pas la culture qui est malade. La culture est inadéquate au fonctionnement social actuel. Toute culture est le résultat d'une organisation sociale qui se fait en vertu d'un certain nombre de principes qu'on met en œuvre parce que c'est là qu'on a notre identité. Je prends comme principe, par exemple, le culte des morts. Voilà 30 ans qu'on pille tous les tombeaux dans le pays des ancêtres. Voilà 30 ans qu'on viole les sépultures et, soi-disant, on n'a jamais trouvé l'origine ni le pourquoi, et 2, personne ne s'insurge. C'est pas une maladie, ça? Où est le respect de l'ancêtre? Personne ne bouge, personne ne dit rien, à commencer par les responsables. Qu'on n'aille pas me dire que depuis 30 ans, le nombre de mecs qu'on a pris avec un sac rempli d'os long, qu'on ne soit jamais arrivé à remonter à un commanditaire pour savoir le pourquoi du comment. On ne me le fera pas croire. Ça, c'est un exemple typique. Prenez un autre exemple, le Fiavanana, dont on nous rabat les oreilles, des Malagache, Fiavanana, etc. C'est quoi le Fiavanana? C'est un réflexe de solidarité dans une société structurée autour de l'organisation familiale. Dans la société ancienne, c'est la grande famille du clan et l'horizon ultime qu'est l'ethnie, qui était l'horizon ultime de la solidarité, mais l'horizon intermédiaire, c'était le clan, soi-disant un ancêtre commun, et l'horizon immédiat, c'est la grande famille. Donc c'est là que s'exerce la solidarité, et ça se faisait d'autant plus que l'économie n'était pas monétarisée. Et donc, on partageait le riz. Et quand il n'y en avait plus, tout le monde crevait de faim. Mais on ne lésinait pas.
On avait de quoi partager, on partageait, et puis après, il n'y a plus rien. Aujourd'hui, c'est fini. Et tout le monde sait que ce fiat-vanen est devenu un parasitisme social profondément incrusté. Pensez-vous donc qu'il faudra alors essayer de changer, de faire un renouveau culturel vers les Malgaches qui, notamment en ce moment, sont en train de se tirailler entre notamment ce que vous dites, une nostalgie du passé de dire toutes ces valeurs, mais que ces valeurs-là ne sont plus visibles dans la société actuelle? Il y a un des mots qui caractérise la société malgache, je dis souvent que c'est le déni de réalité. On refuse, Jeremy, ce qui est. Ah, si Marjan, si Min, non, je ne vous crois pas, c'est pas vrai. On est dans le déni à ce niveau-là. Et je crois que la raison, c'est aussi une autre caractéristique de la culture malgache, ni taucha, la peur. On a peur de changer, on a peur de bouger, on a peur de bousculer. Alors on a peur de tout. On a peur des ancêtres, des esprits. On a peur du voisin, on a peur des empoisonneurs. On a peur des frères et sœurs, les histoires familiales, etc. Je ne vous ferai pas de dessin. Mais on vit sous le domaine, le pouvoir de la peur. Regardez dans les conversations, comptez le nombre de fois dans une conversation, vous retrouvez l'expression « so des », de peur que. Creusez un peu. On est façonné par la peur. Alors, on est dans cette situation difficile où, d'une part, on ne reconnaît pas la réalité, et ça, comme vous disiez, il y a effectivement un certain courant, moi j'appelle ça des intégristes culturels, qui rêvent de reconstituer un passé parfaitement idéalisé. Ça n'a jamais été le paradis terrestre dans la société traditionnelle. Mais on rêve de reconstituer cette société où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, où les nobles seront toujours nobles et les esclaves toujours esclaves. Mais ça va l'autre. Bon. Mais, j'allais dire, cet intégrisme culturel se retrouve aujourd'hui, toute proportion gardée, par exemple dans les églises. C'est ce qu'on appelle le cléricalisme. Et évidemment, quand le pape François, c'est son premier ennemi, le cléricalisme, et en plus il n'hésite pas à le dire, il ne se fait pas des copains parmi les curés, les prêtres et les évêques du monde. C'est clair. Enfin, là, il faut quand même arrêter. Il faut arrêter. Il faut admettre ce qui est et se remettre, si vous voulez, dans l'axe de ce que nous avons à faire. Qu'est-ce qu'une Église a à faire dans une société? On en parlera peut-être tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'un pouvoir a à faire? Qu'est-ce qu'une organisation paysanne? Qu'est-ce qu'un syndicat? Qu'est-ce qu'une entreprise a à faire dans le pays? Ce n'est pas seulement consolider son pouvoir et ramasser le plus de fric possible. On en est là-dedans. Alors vous avez ces intégristes de la culture qui bloquent tout, et à l'opposé, vous avez aussi un courant qui dit tout ça, c'est des foutaises, nous, on est émancipés, alors un jour ils dansent à la mode américaine, le lendemain à la mode de je ne sais pas où, mais c'est des gens finalement qui ont perdu toute racine, et ça c'est un péril considérable pour un pays comme Madagascar, c'est de perdre ses racines. Il faut, pour répondre directement à votre question, non pas balayer la culture, mais il faut la moderniser. J'aime souvent dire que l'enjeu, c'est d'infuser dans les comportements modernes des jeunes aujourd'hui les valeurs traditionnelles, et non pas les modes de faire traditionnels, mais les valeurs qui ont amené des manières de faire d'autrefois. Les manières de faire sont différentes. Prenons les manières de faire, de penser, de parler, de s'exprimer, de se détendre. Prenons-les aujourd'hui et injectons là-dedans les vraies valeurs malgaches. Alors donc, l'idée, quand on parle, qu'est-ce qu'il faut faire de la culture actuelle? Je dis, il ne faut surtout pas la jeter aux orties. Mais il ne faut pas non plus s'imaginer qu'on peut la préserver
sous la forme dont nous, aujourd'hui, nous avons hérité. Il faut en extraire la quintessence, c'est-à-dire l'esprit, la véritable valeur. Ça suppose qu'on travaille. Quelles sont les valeurs qui, réunies, forment le bouquet d'une culture particulière? Ces valeurs, il faut les extraire des comportements. Les comportements traditionnels, c'est fini. Ces rapports Zhang-Lizouk, ras-le-bol. Le rapport homme-femme, ras-le-bol. Donc, ne parlons pas Anjin Amdevu. Quand je vois encore dans les journaux des Filazana Manzou, où il est écrit ni Anjin, Jojo, il a tourné le dos. Moi, j'ai envie de dire à mes copains de Nsibé, si vous avez, ce que je pense, un peu de courage, faites donc demander qu'à votre mort, on mette un Filazana Manzou pour dire ni Andevu, Rakut, etc. Il n'y a pas d'Andevu sans Anjin, et réciproquement. Alors, il faut arrêter cet esprit de discrimination. Ça, il faut le casser. Il faut, dans les comportements, aujourd'hui, qui sont des aspirations en plus d'égalitarisme dans tous les domaines, réinjecter les vraies valeurs malgaches. Valeurs de solidarité, valeurs de respect mutuel, valeurs de consensus. Ça a une valeur. Même le Henamachu, il faut le sauver. Mais on a pensé, en éditant un petit livret sur ce Henamachu, le groupe avec lequel je travaille, on dit il faut un Henamachu citoyen. Que le Henamachu, quand ça fonctionne, le gars que vous regardez se dise ah tiens, il me rappelle à l'ordre, à mes devoirs citoyens, et non pas à mes particularités de caste, d'âge, de sexe, etc. À qui donc incombe ce rôle, ce devoir d'extraire cet esprit de la tradition malgache, ces valeurs? À qui est-ce qu'on doit l'inculquer seulement à l'État ou à l'Église? Ou bien, je vous le demande, à qui doit-on incomber ce travail? Certainement pas à l'État, ce n'est pas son boulot. Je dirais à nous, à nous tous, à travers les institutions qui sont les nôtres. Pas l'État. L'État est en charge du bien commun, qui fasse son boulot et nos vaches seront bien gardées. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on le sait avec les Daral. Bon. Et donc, il faut que chaque entité se remette en question, à commencer par des Fikamban Tanour, des groupes de jeunes. Bon, en quoi vous intégrez dans ce que vous faites, si c'est des spectacles, des pièces de théâtre, des chansons, en quoi est-ce que vous intégrez les valeurs traditionnelles? Ce n'est pas contradictoire. Il faut à eux de les trouver, à eux de les mettre en œuvre. Bon, leurs parents diront « j'y comprends rien », c'est tant pis pour eux, mais que les jeunes s'y mettent. C'est la même chose dans les écoles, notamment privées, étatiques aussi, tant que ça dépend des enseignants. Mais les écoles privées devraient avoir là-dessus une ligne directrice très forte et très nette qu'elles n'ont pas. Ah, elles font du 100% aux examens officiels. Mais zut, ça avance à quoi, ça? Alors, les églises, c'est vrai, ont sans doute un rôle spécifique dans ce domaine-là. Pourquoi? Parce que pour le moment encore, la société a plus confiance dans les églises que dans d'autres institutions. Moi, je leur dirais volontiers, profitez-en, dépêchez-vous, parce que si vous continuez comme vous faites, ça ne va pas durer. La confiance se perd. Mais, j'allais dire, il faut être réaliste. Il y a des déchets partout, mais il y a aussi de belles choses. Et donc, je suis sûr qu'il y a des gens, beaucoup de gens, dans les églises en particulier, qui seraient prêts à se mobiliser. Mais encore faut-il qu'ils comprennent l'enjeu. Ça, c'est la grande question. Alors, pour citer l'une de vos propos pendant un interview, vous avez parlé de Madagascar qui n'inculque pas une tradition étatique, mais plutôt une tradition ethnique. Nous savons très bien que c'est un blocage à Madagascar. Comment le voyez-vous?
Ça m'a beaucoup frappé. J'avais travaillé peu de temps avant sa mort. J'avais demandé au père Rémy Ralibert, qui était président de l'Ordre des journalistes pendant 25 ans, grand chroniqueur de La Croix. Je lui ai demandé de faire son autobiographie. Il l'a faite et il dit là-dedans, entre autres, que la nation malgache n'est pas encore faite. Elle dit, elle est éclatée, elle n'existe pas. Il faut la faire. Pourquoi ? D'abord parce qu'il n'y a jamais eu, le premier qui ait véritablement unifié le pays et administré le pays, c'est le colonisateur. La monarchie merne, elle a dominé 2/3 du territoire. Et il y a encore des cicatrices qui ne sont pas guéries. Colonisation, pareil. Mais il y a eu, pour la première fois, un pouvoir central qui avait la mainmise sur l'ensemble du pays. Évidemment que ça n'a pas été accepté par les gens. Et quand la colonisation essayait d'inculquer un réflexe citoyen, la réponse c'était de dire tu nous embêtes, ce réflexe citoyen c'est à ton profit, c'est pas pour nous. Et donc j'allais dire, ce premier réflexe, ce rapport à la loi qui a été créé par la colonisation, avant on vivait sous la coutume, comme on vit toujours largement encore aujourd'hui sous la coutume et pas la loi. D'ailleurs la loi, ça vient du mot français, la loi, en malgache, la lane, c'est la loi. C'est une imposition venue de l'extérieur qui n'a pas encore été intériorisée parce que les gens qui l'ont introduite d'abord étaient rejetés, c'était la colonie, et ensuite imposée par les dirigeants successifs dans lesquels les gens ne se reconnaissaient pas. Ça, c'est un premier facteur, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble du pays. Ensuite, il y a à Madagascar, je dirais volontiers, du nationalisme. C'est-à-dire, l'ensemble de la population malgache se retrouve solidaire contre toute tentative ou velléité d'intrusion de l'étranger. Le réflexe anti-étranger joue à tous les coups. Les politiciens le savent bien, qui jouent là-dessus quand ils en ont besoin. OK. Mais il n'y a pas de patriotisme. Le patriotisme, c'est le dévouement à sa patrie, parfois au détriment de ses intérêts propres et immédiats. Le dévouement au sens commun, au bien commun de la nation. Chacun ne voit que ses intérêts à lui. Ça, c'est très frappant dans le morcellement social de la Grande Île. C'est une juxtaposition d'éléments qui chacun prétend bien à la fois représenter tout l'univers malgache et est totalement fermé sur la défense de son particularisme et que le voisin ne s'en mêle pas. Donc là, il n'y a pas de patriotisme, ça c'est à créer. Alors comment ? Ça c'est bien la question. Il faudrait une éducation. Mais vous avez déjà vu actuellement, il y a des cours d'instruction civique, paraît-il, mais il n'y a pas un texte, il n'y a pas un livre qui s'impose et qui dise ce qu'il faudrait dire. Il n'y en a pas. Ensuite, on joue avec ça, on joue des rivalités ethniques. Et la conscience ethnique, elle fonctionne parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est l'horizon ultime de la solidarité. En cas de pépin, c'est les gens de son ethnie qu'on appelle, et pas le Fanjakan qui pourtant incarne l'intérêt général de la nation. Et ce qui est très ennuyeux, c'est que ce schéma est en train de prendre racine avec force dans la jeunesse étudiante, c'est-à-dire dans l'intelligentsia de demain. Regardez les bagarres dans les cités universitaires, c'est des histoires de filles, tout ce qu'on veut, mais tout de suite, ça devient une histoire de conflits tribaux. Et alors on s'imagine qu'en tuant un bœuf, on a résolu le problème.
depuis le ministre qui dit on va tuer quelques bœufs et c'est réglé. Mais c'est de la bêtise. Ça, c'est pour la façade. Mais on ne travaille pas le fond. Vous voyez, moi je pense qu'un certain nombre d'associations étudiantes devraient se poser cette question s'ils étaient vraiment patriotes. Qui sommes-nous pour nos congénères étudiants qui viennent de l'autre bout de l'île, etc. Là, il y a un problème qui n'est pas réglé. Je vois aussi, alors prenez la structure, prenez la liste des responsables politiques et vous verrez que 80% viennent de la région de Tananarive. Pourquoi ? Manifestement, le niveau de connaissance générale qui provient des écoles de la province est inférieur au niveau qu'on a à Tananarive. Et ça handicape les générations de côtiers à venir. Comment vont-ils réagir ? Prenez des choses beaucoup plus concrètes. L'autre jour, je voyais la Dirama faisait du tapage parce que, enfin, il se dit on va multiplier les branchements d'eau. Très bien. Qui est contre ? Alors, financement de je ne sais pas qui, 700 millions, dont 200 millions pour les branchements à Tananarive et 200 millions pour les branchements dans le reste du pays. Tous les journaux en ont fait mention. Et les 300 millions pour prospecter ce qu'il faut faire, etc. Mais comment voulez-vous accepter ça ? C'est un scandale. Et on s'étonne ensuite qu'il y ait une opposition entre Tananarive et le reste du pays. Justement, monsieur Sylvain Hoefer, qui pensez-vous doit jouer encore, je reviens sur la question du rôle, qui devrait se lever et dire à la jeunesse malagasse d'arrêter enfin de penser Merlin-Cotier, mais de s'inculquer cette notion patriotique? Pour le moment, je ne vois pas. Je ne vois pas parce que tout le monde est encore sous ce blocage dont je parlais tout à l'heure et personne n'est encore capable d'émerger parce que dès que quelqu'un émerge, nous n'y fialounana, évidemment, la jalousie qui est une autre caractéristique extrêmement forte de la société malgache, tout le monde lui tombe dessus. Alors je vois qu'on fait des cours sur le leadership, très bien, mais pendant ce temps, dès qu'un type commence à monter, tout le monde se coalise pour le ramener en bas. Alors qui ? Je sais. Qui ? Je ne sais pas. Il n'y a pas de réponse simple, c'est une question éminemment complexe. Il faudrait diffuser les termes du problème et faire des appels à des gens qui veulent bien commencer à prendre conscience et commencer à agir. Encore une fois, des structures comme les mouvements, que ce soit les scoutismes catholiques, protestants, etc., les écoles devraient, mais elles ne le font pas. Et qui va leur dire ? Et c'est un peu un cercle vicieux. Personne n'ose. Et la situation continue à se détériorer. Si l'Église arrive bien à toujours se projeter médiatiquement pour parler aux dirigeants, est-ce qu'il ne serait pas préférable qu'ils se mettent en avant de leur pupitre et de parler de ce problème à la population malagasse ? L'Église parle, oui. Personnellement, j'ai édité, et je continue à le faire, tous les textes de l'épiscopat catholique depuis le premier texte de Monseigneur Cazet en 1889 contre l'esclavage. Et maintenant, tous les 5 ans, je sors un livre bilingue, toujours, de ces textes des évêques. Certains sont très pertinents, oui. J'allais dire, l'analyse, la lucidité est là. L'analyse, pour une certaine mesure. En tout cas, la volonté de dire, il faut arrêter. Mais jamais on ne réfléchit en profondeur sur les causes. Jamais.
Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il ne suffit pas de dire, il faut faire. Quand on voit les mêmes responsables d'église, et là, toutes les boutiques sont sur le même plan, qu'elles soient catholiques, luthériennes, FJKM ou anglicanes, font de très beaux discours pour dénoncer la situation, mais le lendemain, on les voit avec les dirigeants qui reçoivent 4 millions, 10 millions, 50 millions, etc. On se dit, mais à quoi ils jouent? C'est pas crédible. C'est pas crédible. On ne peut pas en même temps dénoncer et faire copain-copain. Je crois que c'est en Ouganda, si je ne m'abuse. L'épiscopat, il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas l'effet que ça produit, avait fait une déclaration demandant à tous les membres de l'Église catholique, je crois que c'est en Ouganda, au Kenya, mais je ne sais plus où, Ouganda, nous vous demandons de refuser n'importe quel cadeau venant d'un politique. Chapeau, hein. Si cette décision était prise, si elle était appliquée, là, l'Église gagnerait en crédibilité. Mais pour le moment, elle n'est pas assez crédible. Faites ce qu'ils vous disent, ne faites pas comme ils font. Et on revient toujours à ce problème-là. Ça, c'est d'un autre registre. Ça suppose non pas de beaux discours, mais une conversion personnelle. Un rapport différent à l'autre. Il y a tout ce qu'il faut, même dans la culture malgache, pour ça. Encore faudrait-il le réactualiser. Donc il n'y a pas de solution simple. Les églises sont ce qu'elles sont. Moi, j'aurais souhaité, je souhaiterais, je continue à souhaiter et espérer que cette prise de conscience se fasse, qu'elle gagne, qu'elle s'étende, mais la lutte sera longue. Encore une fois, on est dans l'histoire longue. Moi, je pense que le point dans lequel on est, il faudra maintenant à peu près 2 générations, autant dire que je n'y serai pas, peut-être pas non plus, pour que véritablement on retrouve un équilibre du pays dans des cadres culturels renouvelés. La solution serait-elle donc de commencer par la jeunesse, c'est-à-dire en l'éduquant de ces valeurs-là? Vous savez, l'éducation chrétienne, je le disais tout à l'heure, elle n'a pas donné de fruits. Pourquoi? Parce que c'est le principe même d'une transmission qui ne se fait pas. Pourquoi les parents échouent à éduquer leurs propres enfants? On dit que l'école ne réussit pas à transmettre, c'est vrai. Mais les premiers concernés, c'est les parents. En quoi ont-ils réussi, eux, à transmettre les valeurs? Il y a un problème de transmission, et ça, c'est universel. C'est pas seulement malgache. C'est vrai en Europe, c'est vrai en Chine, c'est vrai aux États-Unis, etc. La transmission, depuis une 50aine d'années, d'une génération à l'autre, ne se fait plus parce que les données qui modèlent le mode de vie de la nouvelle génération sont largement contradictoires avec ce que vivait la génération précédente. Et donc le langage, la transmission, ça a longtemps été la volonté de redupliquer, de reproduire à l'identique. Ce n'est plus possible. Et là, on se heurte à un problème mondial que nous avons à vivre à notre manière ici. Mais il faut s'y attaquer. Mais je crois que la prise de conscience n'est pas encore faite. Alors, en tant que membre fondateur du CFFI, Observatoire de la vie publique à Madagascar, est-ce que vous avez déjà commencé ce travail de conscientiser la population en diffusant des projets, en faisant des livres ou des choses de ce genre? Alors ça, c'est une limite d'une part et une ambiguïté entretenue par beaucoup et aussi une méconnaissance par rapport au CFAFI. Le CFAFI, qu'est-ce que c'est? C'est un tout petit groupe de gens qui ont un idéal citoyen, oui, mais qui sont en même temps des professionnels
reconnus dans leur domaine et qui ont donc une vie active à assurer, qui ont un travail de maintenance de leurs connaissances, de mise à jour de leurs connaissances. Nous avons là-dedans quelques-uns des meilleurs juristes du pays. Le meilleur qui fut le meilleur nous a quittés d'ailleurs pour devenir président de la Haute Cour constitutionnelle. À notre grande déception, c'est vrai. Mais ce groupe, il veut être un observatoire de la vie publique. Alors, tout le monde ne peut pas tout faire. Compte tenu des charges de travail, sans parler des obligations familiales des uns et des autres, pas moi de ce point de vue-là, mais vous savez, ces gens, ils sont surbookés. C'est déjà admirable qu'ils trouvent le temps de travailler ces communiqués. Et ensuite, il ne suffit pas d'avoir le temps et la compétence, il faut avoir le courage civique. Il y en a beaucoup qui aimeraient nous rejoindre, mais qui ont peur. C'est un fait. Et certains d'entre nous, je vois l'un d'entre nous qui a un cabinet de consultants, il a vu fondre sa clientèle depuis qu'il est dans le CFAFI. Parce que les gens, ils m'ont pas tauch, j'ai des CFAFI, pas nouch, ils disent, opposants, alors que c'est pas notre problème. Encore récemment, le dernier communiqué, je ne sais plus quel journal, quel canard local disait là, pas de nouilles ni CFAFI. Mais on n'en a rien à foutre, ce n'est pas notre problème. On observe ce qui ne va pas pour faire en sorte que ça aille mieux. Et il n'y a pas une dénonciation que l'on fasse sans que, par la même occasion, dans la foulée, on propose ce qu'il faut faire pour que ça aille mieux. Mais là, on se heurte effectivement à une classe politique qui est sourde et aveugle. Et comme je dis souvent, malheureusement, elle n'est pas muette. Mais chacun son boulot. En tout cas, oui, nous, ce que nous souhaitons, c'est donner des instruments de réflexion. C'est le rôle de nos communiqués. Je suis sûr déjà, la mise au point d'un communiqué, ce n'est pas du gâteau, parce qu'il faut qu'on pèse tous les mots. Si on met un mot de travers, alors là, on perd toute crédibilité. Donc, c'est du boulot. Et après, nous, c'est ce qu'on dit aux médias. On vous offre une analyse, à vous de diffuser, à vous de faire connaître. C'est ce qu'on dit aux institutions, aux églises, etc. Voilà comment on peut observer la société. À vous de trouver, compte tenu de la place que vous occupez, la parade. Mais en fait, toi, c'est Fafi, Au vu des élections qui vont se dérouler en 2018, est-ce que le CFAFI a déjà un programme déterminé de faire des actions sociaux, de projets de sensibilisation sociale? On ne peut pas. On peut pas tout faire. On ne peut pas tout faire. Là, on attend les textes. Je vois les montagnes d'articles qui sont produits en ce moment sur les textes électoraux. Tout ça, c'est du vent. Personne ne connaît les textes encore. Et on amuse la galerie. C'est pas sérieux. Nous, ce qu'on dit, on veut les textes et une date. Et tant qu'on ne les a pas, on ne fera pas un commentaire sur quoi. On sait les carences. On les a dites. On les a redites. Au début de cette année 2017, on avait déjà dit, est-ce que l'élection à venir sera semblable aux précédentes? Et on a rappelé notamment un petit tableau avec le taux d'abstention qui est éloquent, pour montrer le désaveu systématique et progressif du citoyen par rapport à ce qu'il subisse. On attend de voir. Alors ce qu'on va faire, c'est travailler avec le CNOE. Ça, c'est son boulot. On va travailler avec pour faire des suggestions. On en a des suggestions à faire. On sait très bien comment on pourrait arriver à assurer une remontée des résultats électoraux largement dans les 30 jours qui font débat en ce moment. Vous savez, il suffit de, oui, mais l'argent est là, qu'on envoie 2 téléphones portables dans chaque bureau de vote.
un pour le responsable officiel et un pour un observateur choisi par le CNOE ou par déjà un réseau, etc. Les deux, tout résultat de vote doit être affiché dès que le dépouillement est fait à la porte du bureau de vote. Tac, on prend la photo et on l'envoie. Alors dans les coins de Brousse, on ne pourra pas tout de suite, mais dans la plupart des villes moyennes et petites, on a un accès à Internet. Et on peut envoyer immédiatement les résultats à Tananarive. En 3 jours, on peut avoir les résultats sans problème. Mais là, jamais le pouvoir ne fera ça. Jamais. Alors nous, on propose, bien sûr, le CNOE est bien d'accord là-dessus, mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comme dit le poète français, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Alors nous, on dénoncera, on n'hésite pas à le faire, là on a dénoncé le blocage des textes électoraux, c'est manifeste, le pouvoir joue la montre. Et le refus de donner une date d'élection. C'est inadmissible. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Mais si déjà tout le monde reprenait ça pour même, j'allais dire que ce soit même dans les mouvements, dans les paroisses, etc., faire pression sur l'ensemble des types qui vont, les faux culs, là, au premier rang des églises, sur des chaises rembourrées, bien évidemment, leur dire « vous rentrez pas tant que vous n'aurez pas donné une date d'élection ». Enfin bon, vous pas rêver. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Enfin, voilà comment se situe. Le CFAFI est un observatoire. Vraiment, on fait comme on peut. Alors, on publie. Là, j'ai amené quelques documents qu'on a produits. Chaque année, on publie un petit livret avec nos communiqués. On a sorti, il y a 2-3 ans, un gros livre de 400 pages que j'ai coédité avec l'Harmattan, avec tous les textes du CFAFI depuis 2001, la date de sa création. Ça commence à faire un volume solide. C'est bon, ça va faire travailler les étudiants en sciences politiques des générations à venir. Mais voilà. Et on ne peut pas dire au ministre, au-delà de là, je m'en occupe. Non, ce n'est pas notre job. On veut être de la société civile, on veut être des sonneurs d'alerte, enfin, et voilà. Si vous avez un conseil à donner à la jeunesse malgache actuellement, avec tous ces problèmes que l'on a cités aujourd'hui, quel sera-t-il? C'est-à-dire se cultiver. Ouvrir son esprit. Je suis frappé on a des esprits fermés. Je ne dis pas bornés, parce que bornés, c'est déjà un jugement de valeur. Ce n'est pas de leur faute. Mais ils ont l'esprit étroit, parce qu'ils n'ont jamais reçu de quoi l'ouvrir. Alors, les jeunes, je leur dis, lisez, discutez de choses sérieuses. Informez-vous, il y a des moyens. Méfiez-vous aussi, c'est bien les réseaux sociaux, mais apprenez à vous en servir. Ce qui manque, parce que ça, hélas, l'éducation ne le donne pas, c'est l'esprit critique. Alors quand on parle d'esprit critique, il y en a qui sautent sur la chaise, ah là là, vous critiquez, etc. C'est pas ça du tout. L'esprit critique, c'est le culte du doute. C'est de ne pas prendre les choses au premier degré et de dire « Ah bon, voilà ce que dit ce monsieur. Bon, je réfléchis. Pourquoi le dit-il? D'où il vient? Qu'est-ce qu'il veut? Etc. » Et quand j'ai fait le tour de la question, là, je peux envoyer une opinion. Voilà ce dont les jeunes ont besoin. Mais le problème, rien et personne dans la société ne les aide à ça. Et c'est aussi un blocage culturel. Alors, Monsieur Sylvain Urfer, il y a actuellement une tendance dans la jeunesse africaine qui parle notamment du christianisme en étant une religion importée, qu'elle n'est pas une religion propre, mais qu'elle a été apportée par les Européens, les Occidentaux, pour dominer la population africaine. Maintenant, il y a aussi ce concept d'État importé, d'où l'on parle de néocolonialisme fait par les Occidentaux. Qu'en pensez-vous actuellement? Bon, il y a plusieurs niveaux dans cette question.
Le premier truc, christianisme, religion importée, ça me fait rigoler, parce que toutes les religions sont importées partout. Et pour dominer, bon, je souhaiterais qu'on fasse un parallèle entre l'importation de l'islam et la domination des musulmans sur les territoires qu'ils ont conquis. Même sans aller jusqu'à l'État islamique, il y aurait quand même des choses à faire, le rapport entre le christianisme et le pouvoir, d'une part, et le rapport entre l'islam et le pouvoir. L'islam n'a pas d'autonomie du politique dans sa religion. Elle n'a pas cette affirmation du Christ, rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je ne veux jamais oublier ça. Et toutes les religions sont importées. Le christianisme a été importé en Europe, excuse. Il est né en Orient, en Palestine. Officiellement, géographiquement, c'est rattaché à l'Asie. L'islam, c'est bien pareil. Il est né en Arabie Saoudite. Et quand je vois le traitement par les chrétiens et par les musulmans des sociétés auxquelles ils ont affaire, bah, je ne sais pas, moi, à ma connaissance, jamais aucun missionnaire n'a obligé les gens à se voiler, à se balader en soutane et à se faire pousser la barbe. Non, là, il faut arrêter de fantasmer. Hein. Et quand on regarde un peu l'histoire, ça, il y a pas mal d'écrits qui concernent ça, une bonne partie de la conservation de l'héritage culturel malgache est due aux catholiques. Et puis aux Norvégiens aussi. Hein. Je ne veux pas être sectaire dans ma tribu. Mais regardez Calais, Tantar Mianjin. Mais c'est faramineux. S'il n'y avait pas ça, mais l'histoire de Madagascar serait incompréhensible. Regardez le mythe d'Ibouni que je vais éditer le 2e volume l'année prochaine. C'est un mythe de l'ampleur de Gilgamesh, disait Mircea Eliade à New York. C'est un jésuite français qui l'a valorisé. Et qui est malheureusement, il est négligé par les intéressés eux-mêmes. Le premier dictionnaire, j'ai une amie, une religieuse, qui est en train de faire une thèse de lexicographie à l'INALCO et à Londres. Bon, c'est elle qui a fait pareil le petit bouquin sur Radama Ier, que j'ai édité, créateur de l'écriture malgache moderne. Un des premiers dictionnaires, c'est Weber, avant 1850. Alors dire que ces gens sont venus détruire la culture malgache, il faut arrêter de déconner. Bon, enfin, bref. Après, ça n'a pas toujours été ça, c'est évident. Mais quand même. Ensuite, il y a un autre héritage qui est celui de l'État colonial. Et là, le problème de l'État est fondamental. Et je crois qu'il faut s'arrêter là-dessus. Qu'est-ce que c'est un État? C'est l'organisation collective d'un groupe. C'est tout. Un groupe se dit, le vivre ensemble doit être organisé si on ne veut pas finir dans l'anarchie et dans la bagarre. Comment va-t-on faire? On trouve le moyen de déléguer un petit peu le pouvoir de chacun à quelqu'un qui nous représente et qui agira en notre nom. Et la seule chose qu'on lui demande de faire, c'est travailler pour l'intérêt général et non pas pour ses propres oignons. Bon, dans l'histoire récente des chefs d'État malgaches, on a bien vu ce que ça donnait, des chefs d'État qui travaillaient pour leurs propres affaires. Ce n'est pas le pays qui a été développé. Et ça continue. Les ressources, les matières premières, on dit « Ah, les Chinois, les Vajas s'en emparent ». Mais pourquoi? Parce que c'est vendu par les responsables malgaches. Il faut être sérieux. Le problème, c'est que dans la culture malgache, on n'a pas ce rapport à la gestion d'un collectif. Moi, c'est une conviction que j'ai. On ne sait pas gérer le collectif.
Regardez, dès qu'il y a des petits groupes, au bout de quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, ça commence à se chamailler, et c'est fini. Parce que chacun est trop préoccupé par ses propres intérêts. On a beaucoup de peine à se détacher de ses intérêts. On est solidaire ponctuellement, quand il le faut, c'est très bien. Mais de manière structurelle, non. Or, ça, c'est le fondement même de l'État. C'est sa raison d'être. Et quel est le moyen pour exécuter, mettre en œuvre ce sens de l'État? C'est la loi. Et je disais tout à l'heure, la loi n'est pas intégrée. On a intégré la coutume. Et on réduit la loi à la coutume. Regardez l'évolution en matière de sécurité, on retombe dans les dînes. Ce qui est une catastrophe. Parce que le dîne est absolument sans aucun contrôle possible. D'abord, il n'est pas universel. Or, une loi doit s'appliquer à tous. Si on est citoyen, on a les mêmes devoirs et les mêmes droits. Le dîne est discriminatoire. Alors, je veux bien qu'en cas d'extrême péril, puis on ne peut pas faire autrement, ok. Mais proposer ça comme porte de sortie, c'est l'éclatement assuré de la société et le début des affrontements. Chacun se réclamera de son propre dîne pour dire que l'autre a tort, et réciproquement. Il faut créer le sens de l'État. Ça, c'est compliqué. Et ce qui est lié au sens de l'État, c'est le sens de la citoyenneté. Quel est le malgache lambda qui se sent citoyen? Déjà la question élémentaire à Viaja. Ben ça me fait toujours rigoler. Il n'y en a pas un qui dit « vient de Madagascar, vient de Naï, le chez moi ». Ça, c'est très profond. Et c'est ça que petit à petit, il faut arriver à surmonter. Et il faut le faire par la jeunesse d'abord, je crois qu'elle est beaucoup plus apte, mais alors en évitant à tout prix et en étant féroce contre toutes les dérives du genre des banana ethniques dans les universités. Ça, c'est l'échec assuré de la construction de l'État et de l'acceptation de la loi, du vivre ensemble et du sens du bien commun. C'est l'échec assuré. Mais qui s'insurge là contre parmi les jeunes? Oh, les étudiants de l'IEP, ça va venir. Non mais réfléchis, je crois que c'est un truc très très important. On ne mesure pas toujours les conséquences générales, nationales, d'un certain nombre de comportements de ce type, surtout pour moi, quand il s'agit d'étudiants. Et du coup, alors là, j'incrimine sans aucune hésitation les professeurs. Eux aussi, qu'est-ce qui les motive? Les heures supplémentaires. Mais zut, ils sont là pour former une génération de jeunes. Ils s'en foutent. Et on est au rouet. Par où commencer? Justement, Monsieur Sylvain Urfer, si on vous demande d'élaborer un projet de société pour Madagascar, pour une vision économique, sociale et politique sereine, par quel projet commenceriez-vous? La décentralisation, la vraie, pas le baratin, mais permettre aux collectivités de base de gérer leurs biens communs, de se prendre en charge. Il y en a marre de ces systèmes de transfert de subventions. Un des livrets qu'on a fait, c'est sur le fonctionnement des subventions. C'est le nœud de toute la corruption. La Claudine en est l'illustration parfaite. C'est entretenu. On a un Premier ministre qui est ministre de l'Intérieur et de la décentralisation. Pour moi, ça s'appelle un oxymore. C'est-à-dire deux notions contradictoires, juxtaposées. Le ministre de l'Intérieur, il est chargé de centraliser. La décentralisation est chargée, au contraire, d'inciter les cellules de base. Et en commençant par les Fouktan, nous avons, on dit le CFAFI ne propose rien, on a encore rappelé dans un texte il n'y a pas longtemps
qu'il serait tout à fait légal, pas besoin de faire un référendum constitutionnel comme le disait le président. Il y a un décret, je ne sais plus lequel, vous le trouverez dans le texte, qui dit que le FGNULN peut élire son chef Fougtan. Pas besoin de liste électorale. Tout le monde dans le FGNULN, en gros, se connaît. Vous arrivez avec votre carte d'identité et vous votez. Et le vainqueur de l'élection, il est Fougtan. Et on donne des ressources, mais pas des ressources octroyées par ces messieurs d'en haut, mais des ressources qui sont prélevées à la base et mises à disposition des responsables de la base. C'est ça la vraie décentralisation. C'est une décentralisation qui a les possibilités d'agir et le financement pour agir. Mais c'est de la foutaise, le système de décentralisation actuel. C'est se moquer du monde. Pratiquement 95% de l'argent. Il y avait eu une statistique qui disait que 95% effectivement des finances publiques viennent du centre. 3% sont directement affectés aux communes et 2% aux régions. Je crois un truc comme ça. 95% est géré par le centre. Et on ose parler de décentralisation. Non mais Alors, je ne sais pas, moi, des étudiants comme vous, ça, il faut s'insurger là contre. Il faut que ces chiffres ils soient connus et qu'on explique ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'aucune commune n'a les ressources pour se développer. Aucune. Finalement, Père Urfer, ce discours en ce moment de réconciliation nationale, est-ce que ce n'est pas forcément une tentative d'endormir la population, comme quoi dire, voilà, on va continuer pareil, mais vous, restez là où vous êtes? On aurait pu en parler tout à l'heure à propos des efforts de réconciliation du FFKM. Pour moi, c'était perdu d'avance. Parce que le FFKM, déjà, ils ne s'entendent pas entre les 4 membres. Ensuite, le FFKM a dérapé à partir de 92, quand il est entré dans les structures de l'État. Là, il a perdu toute crédibilité. Et ensuite, on voit bien que régulièrement, il semble vouloir revenir dans le jeu étatique. Mais tant qu'il a cette prétention-là, non seulement ça ne marchera pas, mais il n'aura aucune crédibilité. La réconciliation, qu'est-ce qu'il propose ? Une refondation de l'État, mais ras-le-bol. Combien de fois faudra-t-il refonder ? Chaque mec qui arrive, on va faire une nouvelle constitution. Mais commençons par appliquer celle qu'on a. Et ne voyons pas les problèmes 3 mois avant une élection, parce que ça m'embête de devoir passer mon pouvoir au président du Sénat pendant la campagne électorale. Non, on est complètement à côté de la plaque. Cette réconciliation, d'abord, elle est pour qui ? Le peuple ou les dirigeants ? On a concentré ça sur les dirigeants, qui s'en foutent comme leur première chemise. Ils ont tous fait des zouaves, là, sur les estrades au Centre international d'Ivat. Ils étaient tous là à chanter ensemble « Alléluia, Alléluia », à s'embrasser. Le lendemain, ils se tapaient dessus de nouveau. Mais c'est une vue de l'esprit, mais inconséquente, ahurissante. Je ne sais pas comment qualifier ça. Ce qu'il faut réconcilier, c'est d'abord la classe politique et le peuple. Ça, vaste programme. Mais tant que les dirigeants resteront dans la pratique de l'impunité, qui est la leur depuis des dizaines d'années, il n'y aura aucune réconciliation possible. Aucune. Faut pas rêver. On pourra donner des salaires mirifiques à des gens choisis on ne sait pas comment pour en faire un comité de réconciliation. C'est du vent. C'est de la façade. On n'a même pas identifié les lieux de réconciliation. C'est aberrant d'un point de vue purement logique. De quoi s'agit-il ? Réconcilier qui ? Avec quoi ? Sur quel objet ? Rien de tout ça.
on fait une structure, une superstructure. Basta. Aucun espoir de ce côté-là. Non, non. Ainsi s'achève notre émission pour aujourd'hui. Nous remercions le père Sylvain Ulfrère d'être notre invité pour ce débat passionnant qui concerne la société malgache et l'Église particulièrement. Nous espérons que toutes ces thématiques et ces informations que nous aborderons amènera la population malgache, surtout les jeunes, à la réflexion. Sur ce, nous vous disons au revoir, à très bientôt.